Bienvenue à toutes et à tous à cette formation Gender Safe qui introduit la violence fondée sur le genre dans le monde universitaire et le cadre des 7 P. Commençons par définir les bases, c'est-à-dire la définition de la violence fondée sur le genre. Le Conseil de l'Europe a défini la violence fondée sur le genre comme cela. La violence fondée sur le genre fait référence à tout type de préjudice perpétré contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle et ou de leur identité de genre, que ce soit factuelle ou perçue. La violence fondée sur le genre peut être sexuelle, physique, verbale, psychologique ou socio-économique et elle peut prendre de nombreuses formes. De la violence verbale et des discours de haine sur Internet, au viol ou même au meurtre. Et elle peut être perpétrée par n'importe qui, un conjoint, un partenaire, que ce soit actuel ou ancien, un membre de la famille, un collègue de travail, des camarades de classe, des amis, une personne inconnue ou des personnes qui agissent au nom d'institutions culturelles, religieuses, étatiques ou intra-étatiques. La violence fondée sur le genre et les violences sexistes et sexuelles sont des termes qui sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils ont des nuances importantes. La violence fondée sur le genre, elle désigne tout type d'acte préjudiciable perpétré contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur genre et de leur orientation sexuelle et ou de leur identité de genre, qu'elle soit réelle ou perçue. Elle inclut les violences qui sont dirigées contre les femmes, mais elle ne se limite pas à celles-ci. Les personnes LGBT+, par exemple, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et autres personnes qui ne correspondent pas à la norme hétérosexuelle ou aux catégories traditionnelles de genre peuvent également en être victimes. Et en somme, la violence fondée sur le genre est liée au fait que le genre est le fondement de la violence exercée à l'encontre d'une personne. Les violences sexistes et sexuelles, elles sont souvent dirigées contre les femmes, mais pas exclusivement. Et dans ce cas, l'accent est souvent mis sur les motivations sexistes. Elles incluent des actes tels que le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, la violence conjugale et d'autres formes de violence. Ces violences touchent les femmes de manière disproportionnée et elles sont souvent perpétrées par des hommes. Elles peuvent causer aux victimes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques. La violence fondée sur le genre englobe souvent un spectre plus large, tandis que les violences sexistes et sexuelles tendent à être plus spécifiques. Néanmoins, il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de points communs, et ce qui s'applique à la violence fondée sur le genre vaut aussi pour les violences sexistes et sexuelles. Selon la compréhension de la violence fondée sur le genre des projets UNICEF et Gender Safe, le terme est utilisé pour englober toutes les formes de violence et d'abus sexistes qui sont fondées sur le genre et va au-delà des définitions légales étroites. Il englobe la violence physique, la violence sexuelle, la violence psychologique, la violence économique, le harcèlement sexuel, le harcèlement fondé sur le genre, que ce soit dans des contextes en ligne et hors ligne. La violence fondée sur le genre est comprise et conceptualisée comme un continuum, dans lequel les formes apparemment innocentes ou soi-disant légères d'inconduite, lorsqu'elles ne sont pas traitées, ont tendance à dégénérer progressivement en formes de violence de plus en plus graves. Sur un tel continuum, on peut penser à des questions inappropriées sur la vie privée des gens, des commentaires sur leur apparence, des contacts corporels soi-disant involontaires, des blagues sexistes, des manœuvres des victimes dans des rencontres qui sont intimes mais non désirées, mais pouvant aussi aller jusqu'à des situations qui impliquent des violences physiques et ou sexuelles et même des viols. Dans cette compréhension, la violence est utilisée comme le terme qui englobe toutes les étapes de ce continuum. Comme l'illustre cet iceberg, cette figure est une représentation métaphorique des différents niveaux de violence qui existent dans la société. L'iceberg représente les aspects visibles et invisibles de la violence. Sous la surface, il existe de nombreuses autres formes de violence qui sont, elles, moins visibles,
mais qui peuvent être tout aussi dommageables. Il s'agit notamment de la violence psychologique, comme les menaces, l'intimidation, ainsi que la violence systémique, comme la discrimination et l'exclusion, l'utilisation d'un langage sexiste, etc. Ce sont des formes de violence qui sont souvent négligées ou rejetées, mais elles peuvent avoir un impact profond sur les individus et sur la société dans son ensemble. L'intersectionnalité est un concept qui décrit comment différentes identités sociales, telles que le genre, la race, l'ethnicité, la classe sociale, la sexualité et les capacités se croisent et interagissent les unes avec les autres pour façonner les expériences et les structures sociales des individus. L'intersectionnalité reconnaît que ces identités ne sont pas séparées et indépendantes, mais qu'elles sont interconnectées et s'influencent mutuellement de manière complexe. Dans le contexte de la lutte contre la violence fondée sur le genre dans le milieu universitaire ou de la recherche, l'intersectionnalité reconnaît que la violence peut avoir un impact disproportionné sur les personnes ayant des identités multiples, mais aussi que la violence est le résultat d'inégalités sociales telles que le sexisme, le racisme, etc. Le projet UNICEF a réalisé la plus grande enquête d'Europe dans le secteur de la recherche sur la violence fondée sur le genre. Nous avons recueilli plus de 42 000 réponses de membres du personnel et d'étudiants dans 46 organisations de recherche, 15 pays, avec une enquête traduite en 14 langues. Le résultat de l'enquête montre que près de 2 personnes interrogées sur 3 ont subi au moins une forme de violence fondée sur le genre depuis qu'elles ont commencé à travailler ou à étudier dans leur établissement, ou 62% pour être plus précise. Parmi nos répondants, ceux qui s'identifient comme LGBTQ+, ceux qui ont déclaré une incapacité ou une maladie chronique, et ceux qui appartiennent à un groupe ethnique minoritaire, étaient plus susceptibles d'avoir subi au moins un incident de violence fondée sur le genre, comparé à ceux qui ne s'identifiaient pas à ces caractéristiques. Près d'un étudiant et 2 membres du personnel sur 3 ont aussi déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel au sein de leur établissement. Mais ce qui est alarmant, c'est que parmi les personnes que nous avons interrogées, celles qui ont subi des violences fondées sur le genre, seulement 13% l'ont signalé. Et donc nous nous posons la question, pourquoi ? Pourquoi un taux de signalement aussi faible ? Parmi les raisons pour lesquelles les victimes n'ont pas signalé les incidents de violence fondés sur le genre, selon l'étude d'UNICEF, est pour près de la moitié des victimes qu'elles ne savaient pas si le comportement était suffisamment grave pour le signaler. Une autre raison fréquente de ne pas signaler est que les victimes ne reconnaissent pas toujours le comportement comme de la violence au moment de l'incident, ce qui est indiqué par 31% des victimes. La compréhension de l'impact et des conséquences était également un aspect important de l'enquête UNICEF. Les données montrent que pour le personnel, de telles expériences ont entraîné une diminution de la satisfaction au travail, une diminution de la productivité au travail et une augmentation de la considération de quitter le secteur universitaire. Pour les étudiants et étudiantes, les expériences de violence fondées sur le genre ont conduit à des cours manqués, à une réduction des résultats d'apprentissage, à un plus grand désengagement de leurs camarades et à une insatisfaction à l'égard du déroulement de leurs études. Ce qui est également important pour nous, c'est de comprendre les causes profondes et les facteurs de la violence fondée sur le genre dans le secteur universitaire et de la recherche. Et nous pensons qu'elle se base sur des discriminations et des pratiques biaisées, des stéréotypes de genre et des normes culturelles et de genre qui sont préjudiciables, des inégalités de pouvoir et de dynamique de pouvoir dans les institutions, et des problèmes systémiques liés aux structures de pouvoir patriarcales et de masculinité toxique. La violence fondée sur le genre est profondément enracinée dans les structures, les normes et valeurs sociales et culturelles qui régissent l'enseignement supérieur et la société en général, et est souvent perpétuée par une culture du déni et de silence. La violence fondée sur le genre est basée sur un déséquilibre de pouvoir et est perpétrée dans l'intention d'humilier
et de faire en sorte qu'une personne ou un groupe de personnes se sentent inférieurs. Il est donc vraiment important de noter que les déséquilibres de pouvoir sont une cause fondamentale de la violence. De plus, la violence fondée sur le genre recoupe souvent d'autres motifs d'oppression. En tant que telle, la violence fondée sur le genre et par exemple la violence raciale peuvent être étroitement liées. Différents motifs d'oppression et d'inégalité exposent les gens de manière disproportionnée à la violence. Et il est donc primordial de tenir en compte de la spécificité du monde universitaire, qui est marqué par des structures hiérarchiques qui placent les gens à des niveaux de pouvoir et d'autorité distincts, avec certains qui bénéficient d'une forte protection statutaire, tandis que d'autres travaillent sous des contrats souvent précaires et d'autres ne sont que de simples étudiants. Les projets UNICEF et GenderSafe utilisent un cadre holistique pour l'analyse, l'évaluation et l'élaboration de politiques globales visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre et à y faire face, appelé le modèle des 7 P. Les 7 P font référence aux politiques, à la prévalence, la prévention, la protection, aux poursuites et aux mesures disciplinaires internes, aux prestations de services et aux partenariats. Ce modèle étend ainsi l'approche conventionnelle des 3 P de l'ONU et de l'Union européenne, qui se base sur la prévention, la protection et les poursuites, ainsi que l'approche des 4 P de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe, qui se base, elle, sur la prévention, la protection, les poursuites et les politiques. Nous allons maintenant élaborer une brève définition de chacun des 7 P avec des conseils et des astuces pour leur mise en œuvre. La prévalence fait référence aux données et à la collecte de données qui permettent d'estimer l'ampleur de la violence pour différents groupes de personnes et idéalement fournissent des informations sur différentes formes de violence. La prévention désigne les mesures visant à promouvoir des changements dans les modèles sociaux et culturels de comportement et d'attitude de tous les membres de la communauté institutionnelle. Elle aborde la culture et les valeurs de l'organisation et ce qu'elle représente. La protection vise à assurer la sécurité et à répondre aux besoins des victimes et des victimes potentielles. Cela comprend des procédures et des infrastructures claires au sein de chaque institution pour signaler et soutenir les personnes qui signalent des violences fondées sur le genre, y compris les victimes, les survivants, les témoins, les lanceurs d'alerte, les intermédiaires, etc. Les poursuites et les mesures disciplinaires couvrent les procédures judiciaires contre les auteurs présumés, ainsi que les mesures d'enquête et les procédures judiciaires connexes, y compris les affaires judiciaires, y compris les infractions pénales et civiles, ainsi que les procédures internes de réclamation disciplinaire. La prestation de services désigne les services offerts pour soutenir les victimes et leurs familles, les agresseurs, les témoins de violences fondées sur le genre et les autres membres de la communauté institutionnelle qui en sont victimes. Les partenariats concernent la participation d'acteurs pertinents à tous les niveaux, tels que les agences gouvernementales, les organisations de la société civile, les prestataires de services, les syndicats ou les associations de personnel et d'étudiants. Les partenariats externes complètent les aptitudes, les compétences et l'expertise disponibles au sein de l'institution. Et enfin, les politiques désignent les cadres politiques qui sont l'existence d'un ensemble cohérent de mesures avec une vision claire et une stratégie globale pour répondre aux problèmes de la violence fondée sur le genre de manière intégrale et structurelle. Les politiques font également référence à des documents politiques qui formalisent explicitement et spécifiquement l'engagement de l'organisation à lutter contre la violence basée sur le genre. Le projet UNICEF a développé une boîte à outils pour aider les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche à lutter contre la violence fondée sur le genre.
La boîte à outils UNICEF est basée sur des documents collectés et analysés dans le but spécifique de développer des orientations et des outils pour soutenir l'élaboration et la pratique des politiques institutionnelles, selon le modèle des 7P. Sur la page d'accueil, vous trouverez les 9 tuiles principales avec les principales sections. Pour commencer, la prévalence fait référence au nombre total de personnes qui ont subi de la violence fondée sur le genre, à un moment donné ou au cours d'une période donnée, exprimée en proportion de la population. Elle comprend tous les cas, nouveaux et existants pendant la période de mesure. Par exemple, si une enquête menée dans une université révèle que 30% des personnes interrogées ont subi une forme de violence fondée sur le genre en rapport à l'établissement, ce chiffre représente la prévalence de la violence fondée sur le genre dans cette université. L'incidence fait référence au nombre de nouveaux cas de violence au cours d'une période donnée dans une population et est donc distincte de la prévalence. La prévalence est axée sur la collecte de données par le biais d'enquêtes spécifiques sur la violence ou par l'ajout de questions aux enquêtes institutionnelles existantes qui sont peut-être menées régulièrement, en plus des recommandations sur la manière de collecter des données administratives. Le questionnaire pourrait inclure des questions sur les expériences des différentes formes de violence en tant que survivante, observateur ou observatrice, agresseur ou agresseuse, ainsi que sur les conséquences de la violence sur le bien-être personnel, sur la santé, le travail et les études. Les questions peuvent également porter sur la perception et la connaissance des politiques institutionnelles ou des ressources qui sont disponibles et des mesures de prévention qui existent contre la violence fondée sur le genre dans l'établissement. Quelques conseils pratiques concernant l'étape de la conception de l'enquête. Si vous concevez une enquête sur la violence fondée sur le genre, envisagez toujours d'utiliser des instruments d'enquête qui existent et sont validés. La boîte à outils d'UNICEF fournit en détail plus d'informations sur la façon de concevoir une telle enquête, offrant des exemples open source tels que l'enquête d'UNICEF et des questions que vous pouvez ajouter dans des questionnaires déjà existants. Gardez la durée du sondage gérable pour encourager la complétion et un taux de réponse élevé. Ne collectez que les données que vous avez l'intention d'analyser. Soyez donc essentiel lorsque vous choisissez des questions à réponse ouverte. N'oubliez pas d'utiliser des définitions claires pour les termes que vous utilisez. Par exemple, lorsque vous utilisez des expressions hors et sur le campus, assurez-vous de fournir des définitions claires de cette terminologie. Il est important de noter que lorsque vous décrivez différentes formes de violence fondées sur le genre, vous devez décrire des situations concrètes au lieu d'utiliser un terme spécifique tel que viol ou harcèlement sexuel. De nombreuses personnes victimes de viol ou de harcèlement sexuel n'identifient pas leur expérience avec ce terme. Enfin, utilisez un langage inclusif et ne présumez pas que toutes les victimes s'identifient comme femmes. Choisissez plutôt personne. Encore quelques conseils et astuces concernant l'étape de mise en œuvre de l'enquête. Lorsque vous partagez l'enquête, pour la protection des données, utilisez des canaux internes pour contrôler l'accès s'il s'agit d'une enquête anonyme et pour vous assurer que les personnes interrogées appartiennent bien à votre établissement. Évitez de partager le lien vers les plateformes de médias sociaux, car vous ne pouvez pas savoir avec certitude si la personne est un membre de votre institution ou non, si aucune connexion institutionnelle n'est requise. Afin d'assurer un taux de réponse élevé, envoyez des rappels hebdomadaires et gardez l'accès au sondage ouvert pendant 4 semaines ou plus si possible. Les victimes de violences peuvent décider de répondre à une phase ultérieure et pas nécessairement au moment où l'enquête est diffusée. La diffusion des résultats aux organes de décision est très importante. En partageant les résultats avec ces groupes, ils peuvent mieux comprendre l'ampleur et la gravité de la violence fondée sur le genre dans le contexte universitaire et utiliser ces informations pour élaborer des interventions et des politiques visant à prévenir et à répondre à de tels cas. Une pratique inspirante est le questionnaire de l'enquête UNICEF qui est disponible
sur la boîte à outils UniSafe. La prévention désigne les mesures visant à promouvoir des changements dans les modèles sociaux et culturels de comportement et d'attitude de tous les membres de la communauté institutionnelle. Par exemple, un code de conduite clair définissant les comportements attendus et indésirables, avec un protocole connexe détaillant les procédures en cas de violation du code de conduite. La communication et le matériel pour le personnel et les étudiants actuels et nouveaux sur la violence fondée sur le genre, ses formes et les politiques institutionnelles qui sont mises en place. Des campagnes de sensibilisation en cours, entre autres sur les comportements non désirés et la notion de consentement, et les programmes de formation. L'amélioration des fonctionnalités et des connaissances, par exemple en utilisant un bouton pour signaler la violence fondée sur le genre sur les plateformes en ligne, des enquêtes d'évaluation des enseignants, de l'éclairage sur les campus, etc. Des formations et une responsabilisation des témoins. Et finalement, une intégration des questions liées à la violence fondée sur le genre dans l'enseignement et dans la recherche. Quelques conseils et astuces à ce sujet. Afin d'assurer la communication de tous ces éléments, il est très important d'engager les services de communication pour la mise en place d'une stratégie de prévention. Cette stratégie peut être intégrée à la stratégie de communication institutionnelle qui soutiendra l'institutionnalisation des mesures de prévention. Assurez-vous d'impliquer le service de communication dans le processus de conception et de mise en œuvre. Atteignez le public le plus large possible en partageant des informations sur les activités et les opportunités de formation via plusieurs canaux. Il est important d'utiliser les principaux canaux de l'institution, par exemple le site web, les pages de médias sociaux, etc. Afin de tenir les auteurs responsables, assurez-vous que les professeurs, le personnel, les étudiants et les services d'application de la loi de l'établissement sont bien au courant des politiques, des codes de conduite, des procédures et des sanctions possibles en matière de violence fondée sur le genre. Lorsque vous fournissez des informations, y compris des lignes d'assistance, des services d'assistance et des procédures de signalement sur le site web, rendez-les facilement accessibles à l'utilisateur. Évitez d'ajouter des informations sous des sous-catégories ou de les masquer sous des pages spécifiques de départements ou de bureaux. Les nouveaux arrivants, que ce soit le personnel et les étudiants, constituent un groupe cible important pour concevoir des supports spécifiques liés aux formes de violence fondées sur le genre. Assurez-vous donc de concevoir des actions sur mesure pour eux. Une bonne pratique consiste à créer des alliés en identifiant des individus, que ce soit personnels et étudiants, qui s'engagent à prévenir la violence fondée sur le genre et qui sont prêts à faire partie d'un groupe de travail sur la prévention, responsable de la conception et de la mise en œuvre des pratiques et des activités. Envisagez des sessions obligatoires sur la violence fondée sur le genre lors de la formation d'intégration du personnel et des étudiants. Et concevez une formation qui est obligatoire pour le personnel ciblant la direction et les membres du personnel, dans le cadre d'une formation générale pour le leadership. Un autre bon exemple est d'offrir une formation aux étudiants et d'en faire une condition préalable à la participation à d'autres cours obligatoires. La certification fournie pour cette formation pourrait servir de condition préalable à l'inscription au cours suivant. Afin de rendre la formation attrayante et interactive, l'interaction d'éléments de jeu peut être une approche utile. De plus, les étudiants qui participent à la formation pourraient recevoir des crédits pour reconnaître leurs efforts et encourager leur participation. Assurez-vous d'allouer un budget suffisant aux campagnes de sensibilisation et aux programmes de formation. Et enfin, évaluez et mettez à jour régulièrement toutes les composantes du programme de prévention pour s'assurer qu'il reste pertinent et efficace dans la prévention de la violence fondée sur le genre. Une pratique inspirante a été mise en place à l'Université de Cambridge au Royaume-Uni. Cette plateforme offre un ensemble de matériel, de formation, de services et d'outils aux étudiants et au personnel pour lutter contre le harcèlement
et l'inconduite sexuelle. L'Université de Genève, en Suisse, a aussi conçu un guide sur le harcèlement sexuel qui fournit du matériel pour les campagnes de sensibilisation, une description des formes de violence fondées sur le genre et des informations sur les services de soutien offerts par l'université. En outre, le projet UNISAFE a conçu un guide, un outil pratique pour la conception des campagnes de sensibilisation sur la violence fondée sur le genre, qui fournit également une pratique inspirante qui peut être reproduite dans votre institution. En ce qui concerne la protection, celle-ci vise à assurer la sécurité et à répondre aux besoins des victimes. Cela comprend des procédures et une infrastructure claire au sein de chaque institution pour signaler et soutenir les personnes qui signalent des violences fondées sur le genre, y compris les victimes, les survivants, les témoins, les lanceurs d'alerte et les intermédiaires. Les mesures de protection doivent être conçues pour éviter que les victimes et les survivantes ne subissent davantage de préjudices, y compris sous forme de représailles, d'exclusion sociale ou autre. Des mesures de protection doivent être activées pour tous les types de comportements nuisibles, dès que l'établissement a connaissance d'une situation potentiellement préjudiciable, et même si aucune plainte formelle n'a été déposée, ou en cas de signalement anonyme. Une protection adéquate doit être envisagée et offerte en cas d'incident survenant pendant les activités ou dans les locaux qui relient l'université aux victimes, notamment sur les campus et les locaux de l'organisation, la bibliothèque, les salles de classe, les parkings, les passerelles, les installations sportives, etc. Dans des environnements en ligne, que ce soit les emails, les groupes de travail ou réunions en ligne, les réseaux sociaux, les plateformes d'apprentissage, etc. Lors d'un événement étudiant, comme par exemple dans un bar du club étudiant ou lors d'un voyage de loisirs organisé par une association étudiante. À l'extérieur du campus, par exemple lors de conférences, que ce soit à l'étranger lors d'une conférence internationale ou parmi des activités de recherche sur le terrain, par exemple pour les doctorants, les chercheurs mobiles. À cette fin, une approche centrée sur la victime devrait être adoptée pour toutes les mesures de protection. Et n'oubliez pas, idéalement et dans la mesure du possible, les mesures de protection prises impliquent la relocalisation de l'agresseur présumé plutôt que de la victime. Les mesures de protection sont déterminées au cas par cas, en tenant compte des exigences uniques de chaque situation et en fournissant une gamme de solutions potentielles. Il est recommandé de demander à la personne en question ce dont elle a besoin et ce qu'elle attend de l'institution. Toute mesure prise pour protéger la personne doit être basée sur ses besoins. Quelques exemples de mesures de précaution pour protéger les étudiants sont d'offrir la possibilité de transférer dans une autre classe, de suivre des cours en ligne ou de changer de superviseur. Des dispositions efficaces en matière de rapport doivent être mises en place afin que l'institution puisse offrir une protection en cas de besoin. Le signalement devrait être possible grâce à différentes options, en personne et en ligne, anonyme ou non, formel ou informel, dans différentes langues, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et avec la possibilité de signaler à l'institution d'origine pour les chercheurs mobiles. La protection peut être décidée et assurée par un point de contact spécifique, comme par exemple une personne désignée dans chaque faculté pour les étudiants, comme un service dédié, tel un agent de ressources humaines pour le personnel, ou encore un gardien d'urgence ou un agent de sécurité assurant une protection immédiate en tant que premier intervenant, par exemple offrir un espace sûr lors d'un événement étudiant ou un autre dortoir pour que la victime soit hors de portée de l'agresseur. Afin de mettre en place une procédure sûre, les institutions doivent faire connaître activement et clairement ces canaux afin de s'assurer qu'ils sont connus de l'ensemble de la communauté. Quelques conseils et astuces pour la protection. Afin de donner aux victimes un sentiment de sécurité et de protection, ce qui réduit leur peur des représailles, mettez en place des cadres et des procédures qui permettent une réponse rapide. Agissez avant l'escalade des comportements inadéquats. Évitez les procédures qui exigent que le ou la supérieure soit contacté en premier,
car cela peut rendre difficile pour une victime de signaler ou de demander de l'aide. Éviter les avertissements dans les espaces de signalement des incidents, que les fausses allégations sont punissables en vertu du droit pénal, car l'effet d'une telle mention explicite peut être dissuasif et faire craindre aux victimes de signaler. Encourager le signalement en fournissant des informations complètes sur les sanctions possibles contre les auteurs, afin de donner un signal clair de l'importance et de la valeur du signalement de tous les incidents. Pour la violence en ligne, sur les réseaux sociaux, l'enseignement en ligne, les emails, etc., des systèmes doivent être mis en place pour signaler les incidents et obtenir de l'aide. Enfin, il est bon de prévoir un financement d'urgence pour couvrir les frais de déplacement en cas d'incident survenant lors d'excursions ou de conférences, par exemple. L'Université de Louvain, en Belgique, a mis en place Chat, qui est un outil de dépistage en ligne pour l'évaluation et le suivi des risques. Via le portail utilisateur, l'organisation peut partager un questionnaire concis avec un groupe de collaborateurs qui le remplissent anonymement. Le rapport aide l'organisation à cartographier son climat social, à évaluer et à traiter les risques et à informer l'élaboration d'un plan d'action. À l'Université technologique de Dublin, en Irlande, Spicat est un outil de signalement anonyme en ligne permettant de divulguer des incidents d'intimidation, de cyber-intimidation, de harcèlement, de discrimination, de crimes haineux, de comportements coercitifs, de harcèlement, d'agression, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle et de viol. Cet outil permet de trouver un soutien pertinent et met en évidence les options de signalement formel, tant au sein de l'université qu'avec des agences externes. Les poursuites portent spécifiquement sur le traitement des cas de violence fondés sur le genre par l'institution, les actions d'enquête, les procédures disciplinaires et les sanctions à l'encontre des auteurs, le cas échéant. Dans certains cas, il peut également s'agir de procédures judiciaires, pénales et civiles. Certains éléments doivent être pris en compte. Il est important de mettre en œuvre des procédures claires, accessibles et transparentes pour le traitement des incidents et des plaintes, ce qui nécessite des délais raisonnables entre la plainte, l'enquête et la décision ou la sanction. Une approche centrée sur les victimes, tenant compte des traumatismes et tenant compte de l'égalité de genre dans les procédures de poursuite, et donc dispenser une formation spécifique à cette approche pour les personnes impliquées dans les procédures. Assurer une communication efficace avec la victime, l'agresseur et les témoins à chaque étape du processus. Mais nous devons également envisager d'établir des procédures disciplinaires distinctes pour le personnel et les étudiants. Un élément important qui concerne les critères de composition des comités d'enquête et de discipline. Et il faut imposer des sanctions proportionnées, appropriées, équitables à la suite de l'enquête et du processus disciplinaire. Quelques points sur les normes de bonne pratique liées aux procédures de poursuite sont d'abord de s'assurer que les procédures internes traitent de la violence fondée sur le genre séparément des règles et des procédures disciplinaires générales. La violence fondée sur le genre ne doit pas être traitée de la même manière que par exemple le plagiat. Les procédures disciplinaires informelles et formelles sont clairement énoncées, y compris des informations sur les types de mesures disciplinaires ou des sanctions, telles que l'avertissement verbal ou écrit, la suspension, le licenciement, le traitement de l'agresseur ou la surveillance continue. Des informations claires doivent être fournies sur ce qui peut servir de preuve concernant les différentes formes de violence fondées sur le genre. Il faut s'assurer d'un seuil bas pour commencer une enquête formelle. Et enfin, l'organisation ne doit pas préconiser de réunions conjointes avec les parties pour clarifier la situation, de médiation externe ou de procédures de soi-disant conciliation. En ce qui concerne les mesures d'enquête, certaines normes importantes sont liées au fait que l'enquête soit ouverte sur la plainte officielle, lorsqu'il existe des indices cohérents de soupçons sérieux. Il faut envisager des signalements informels ou anonymes pour évaluer les circonstances, le contexte et la conduite de l'agresseur présumé, afin de déterminer la nécessité d'une enquête plus approfondie et de mesures de protection et de prévention.
Et enfin, il faut penser aux enquêtes et aux procédures qui doivent se poursuivre même si la victime ou l'auteur présumé a quitté l'organisation. Des normes de bonne pratique relatives aux procédures et sanctions disciplinaires internes sont par exemple l'idée principale derrière les mesures disciplinaires qui devraient être de corriger les comportements, ce qui n'implique pas nécessairement des sanctions, mais toutefois la capacité d'imposer des sanctions aux auteurs, quel que soit leur statut, est essentielle. Les mesures disciplinaires internes doivent être indépendantes de la décision de la victime de signaler l'incident à la police ou aux autorités judiciaires. Si la loi oblige les professionnels qui ont connaissance d'une telle situation à signaler des infractions, la victime doit en être informée. Des points supplémentaires liés aux normes de bonne pratique sont inclus dans la page dédiée aux poursuites, dans la boîte à outils du projet UNICEF. Nous vous encourageons également à lire les directives de protocole élaborées par le projet UNICEF, au cas où vous souhaiteriez en savoir plus sur les poursuites, les enquêtes, les procédures disciplinaires et les sanctions. Quelques conseils et astuces pour les poursuites. Explorer la création d'un organisme externe spécifique pour enquêter sur les incidents, éventuellement partagé avec d'autres institutions similaires dans la région ou dans le pays. Envisager de modifier et d'adapter les fonctions de l'accusé, par exemple s'il s'agit d'un membre du personnel, ou son accès à certaines parties du campus s'il s'agit d'un étudiant, en offrant des cours en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Veillez à ce qu'un psychologue soit impliqué dans l'interprétation des faits rapportés par la victime et l'agresseur. En ce qui concerne les procédures et les sanctions disciplinaires internes, voici quelques conseils et astuces. Mettez en place des mécanismes de surveillance des enquêtes et des sanctions afin de démontrer une approche cohérente pour tenir les auteurs responsables, en veillant à ce que les universitaires ou les cadres supérieurs de grande valeur, entre guillemets, ne soient pas protégés ou ne bénéficient pas d'un traitement spécial. Pour éviter qu'un agresseur ne récidive ailleurs, envisagez d'enregistrer les formes graves de comportements transgressifs, tels que l'abus de pouvoir et l'inconduite scientifique et éthique. Les sanctions pour une telle inconduite peuvent inclure la publication des résultats des procédures disciplinaires afin que d'autres employeurs ou de futurs employeurs puissent en être informés. Ne faites pas signer aux parties une entente de non-divulgation dans le cadre du règlement d'une plainte. Les accords de non-divulgation peuvent empêcher les victimes de parler ouvertement de leurs expériences et entraver la divulgation d'informations importantes. Les accords de confidentialité peuvent contribuer à une culture du secret qui crée un environnement où les fautes peuvent passer inaperçues ou même être tolérées. À l'Université d'Europe centrale, il existe une possibilité de plainte collective. Les procédures permettent aux organisations reconnues comme représentatives d'une communauté, telles que le syndicat, l'association étudiante ou les comités d'entreprise, de déposer une plainte informelle ou formelle au nom d'un groupe de personnes dont les allégations se rapportent au même ensemble de circonstances factuelles ou au même défendeur. Mais cela ne peut se faire qu'avec le consentement préalable des personnes représentées. La prestation de service fait référence aux services qui sont offerts pour soutenir les victimes, les familles, les auteurs, les témoins et les membres de la communauté touchés par la violence. La prestation de service fait référence aux professionnels qui fournissent les services, par exemple ceux qui participent à la formation spécialisée, et aux outils existants comme par exemple les lignes directrices, le matériel d'apprentissage pour aider à mieux répondre aux besoins des groupes cibles. Quelques conseils et astuces pour la prestation de services. Pour une prestation efficace des services et un soutien immédiat, une unité centralisée au sein de l'établissement est chargée de superviser les services offerts. Une telle unité peut servir de hub ou de plaque tournante. Si l'établissement a plus qu'un campus principal, assurez-vous qu'au moins un premier intervenant est disponible sur tous les sites. Les services doivent être équipés et capable de lutter contre toutes les formes de violence fondées sur le genre. Offrez un système de prise de rendez-vous facilement accessible pour les rendez-vous avec le personnel de service, pour les réunions en personne ou virtuelles, etc. Lorsque les incidents sont signalés,
pensez à fournir des informations sur tous les services qui sont disponibles. Enfin, la disponibilité de tout type de service devrait être disponible quelle que soit la période de l'incident, par exemple en cas de signalement d'incident des mois après qu'il se soit produit. Offrez un soutien psychologique aux personnes de contact, aux lanceurs d'alerte et aux témoins, en reconnaissant l'importance de traiter les traumatismes secondaires et de prendre soin de leur santé mentale. Fournissez des conseils de premiers secours sur le site web de l'unité et de l'établissement en cas d'incident survenant en dehors des heures de travail. En plus de l'information sur les pratiques d'intervention, fournissez un petit guide aux amis des victimes et des survivants sur la façon dont ils peuvent agir en tant que soutien. La médiation est controversée, car elle peut être traumatisante pour les victimes. La médiation ne devrait jamais être obligatoire, mais peut être offerte en option. Dans tous les cas, les besoins et les attentes de la victime doivent prévaloir. Aucune pression ne doit être exercée pour orienter la victime vers la médiation, et les deux parties doivent être sur un pied d'égalité. Une option pourrait consister à demander à chaque partie d'être assistée par un conseiller distinct et que ces conseillers échangent bilatéralement en vue d'une solution par médiation. Le centre de soutien géré par l'Université de Dundee au Royaume-Uni offre divers services, notamment le centre d'aumônerie et Nightline. Le centre d'aumônerie est un espace sûr ouvert à tous les étudiants et membres du personnel de toutes les religions, offrant une bibliothèque, des salles de repos, des espaces de réunion gratuitement. Nightline est un service d'écoute et d'information confidentiel géré par des étudiants pour des étudiants. La ligne est gérée par des étudiants bénévoles formés et les utilisateurs peuvent entrer en contact avec eux pour obtenir un soutien à l'écoute. Une autre pratique inspirante est celle de l'Université de Bologne en Italie, qui offre des services à un large éventail d'acteurs universitaires, et notamment des programmes de soutien en ligne, une orientation initiale et des informations de base sur les aspects juridiques et sur les moyens les plus appropriés de contacter les autorités compétentes, une liaison avec le réseau de services et les associations locales spécialisées pour la gestion de situations plus complexes qui nécessitent une intervention multidisciplinaire et des personnalités professionnelles différentes. Ce service d'assistante est coordonné par le Bureau de l'équité, de la diversité et de l'inclusion qui offre une gamme intersectionnelle de services et de soutien. Les partenariats concernent la participation d'acteurs pertinents à tous les niveaux, tels que les agences gouvernementales, les organisations de la société civile, les prestataires de services, les syndicats ou les associations de personnel et d'étudiants. Les partenariats externes complètent les aptitudes et les compétences, l'expertise qui est disponible au sein de l'institution. Dans le contexte des organismes de recherche, les exemples de partenariats externes peuvent consister en des partenariats avec des agences gouvernementales locales et nationales, y compris des organisations juridiques, policières et de justice pénale. Ces partenariats peuvent entre autres améliorer la fourniture de conseils et d'assistance juridique. Des partenariats avec des organisations de la société civile et avec des partenariats qui pourraient aider à organiser des initiatives conjointes, des événements, des campagnes de sensibilisation, des programmes de formation sur la violence fondée sur le genre, etc. Des partenariats avec des groupes et des associations d'étudiants pour impliquer les étudiants de plusieurs établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche dans les efforts qui sont faits pour la prévention et pour la création d'un environnement favorable pour les personnes victimes de violences fondées sur le genre. Des partenariats avec les organisations communautaires et de santé locale pour coordonner les services et fournir un soutien aux personnes victimes de violences fondées sur le genre, tels que les refuges, les cliniques de soins de santé et les groupes de défense. Une collaboration avec le secteur privé pour la fourniture d'une expertise spécifique, comme la formation ou la création d'outils et de ressources spécifiques pour prévenir la violence fondée sur le genre. Par exemple, le développement d'outils numériques pour mettre les étudiants en contact avec des services de soutien, des boutons d'alarme, etc. Un partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche pour l'apprentissage mutuel et l'échange de bonnes pratiques et de ressources.
Il faut garder à l'esprit que les partenariats sont un moyen de renforcer et de compléter les initiatives et l'expertise qui sont disponibles au sein de l'organisation. Quelques conseils et astuces pour les partenariats. Participer à des projets européens et internationaux, tels que le projet UNICEF et GenderSafe, ou à des événements et activités internationaux. Vous pouvez commencer par rechercher au sein de vos projets européens et du bureau de financement de votre université, pour identifier les groupes et les partenaires potentiels de collaboration. Tirez parti de toutes les possibilités de financement pour soutenir ces partenariats. Il peut s'agir de subventions, de fonds de recherche, de commandites d'entreprises et de dons individuels. Les réseaux informels sont un facteur encourageant de partenariat, soulignant l'importance d'avoir de bonnes relations avec les acteurs clés et des réseaux avec des professeurs et des agents sensibilisés au sein de l'organisation. Évitez autant que possible que le travail important sur la violence fondée sur le genre soit effectué par des personnels volontaires et non rémunérés au sein de votre organisation. Ce travail devrait plutôt être intégré dans les descriptions de tâches du personnel concerné. Et si des bénévoles sont impliqués, il est primordial de reconnaître leurs efforts. Enfin, les partenariats externes peuvent être mobilisés à différents degrés, soit pour permettre la fourniture de services au nom d'une unité responsable sous-financée, soit comme un soutien important. Une pratique inspirante pour les partenariats est celle de Demander Angela, qui est un programme qui a été mis en œuvre sur plusieurs campus universitaires, dont l'Université de Namur en Belgique et autres espaces publics, pour aider à prévenir et à répondre aux incidents de harcèlement sexuel et de violences fondées sur le genre. C'est un programme qui offre un moyen discret aux personnes qui ne se sentent pas en sécurité ou qui sont mal à l'aise de demander de l'aide aux membres du personnel en utilisant un mot de code sans attirer l'attention sur elles ni aggraver la situation. Une autre pratique inspirante s'appelle « Pourquoi nous n'avons pas signalé ?» et vient à l'origine comme une initiative étudiante de l'Université Charles de Prague, en Tchéquie, avec des affiches en ligne et hors ligne, avec des cas anonymisés, présentés par exemple à la faculté de philosophie sous forme d'exposition ou au centre culturel de l'université, accompagnés de tables rondes. C'est une initiative inspirée des États-Unis et du mouvement Why I Did Not Report. Une méthode comme celle-ci pourrait être utilisée par le département institutionnel en collaboration avec les associations étudiantes pour sensibiliser le public à la violence fondée sur le genre et orienter les survivants vers des endroits où ils ou elles peuvent recevoir de l'aide. Les cadres politiques font référence à un ensemble cohérent de mesures avec une vision claire et une stratégie globale qui répondent aux incidents de violence fondés sur le genre de manière intégrée et structurée. Il s'agit aussi des documents politiques qui formalisent explicitement et spécifiquement l'engagement de l'organisation à mettre fin à la violence fondée sur le genre. Les politiques peuvent prendre différentes formes, telles que des protocoles, des plans d'action, des documents d'information, des stratégies, des règlements, des procédures, des directives qui peuvent inclure des définitions de différentes formes de violence fondées sur le genre, des codes de conduite, des procédures de signalement et de réponse aux incidences de violence fondées sur le genre, de mesures de prévention, de services de soutien, de programmes de formation, de collaboration, des évaluations et des calendriers, etc. Un document holistique doit aborder chacun des 7 P du cadre UNICEF et GenderSafe. La mise en place de politiques efficaces pour lutter contre la violence fondée sur le genre nécessite une approche globale comprenant des éléments et des étapes clés. Il existe différentes façons de lancer une politique de lutte contre la violence basée sur le genre. Et voici quelques suggestions pratiques sur la façon de mettre en place des politiques qui fonctionnent bien, y compris l'examen du contexte juridique et des politiques existantes. Les politiques institutionnelles doivent s'aligner sur tout cadre juridique régional, national et ou européen. Il faut d'abord commencer par étudier ce contexte juridique au niveau national et européen. Au niveau européen, il existe des cadres juridiques et des politiques qui fournissent des orientations sur la prévention et la réponse à la violence fondée sur le genre.
Par exemple, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, connue sous le nom de Convention d'Istanbul, fournit un cadre juridique complet pour prévenir et répondre à la violence fondée sur le genre et exige des États membres qu'ils prennent des mesures pour prévenir la violence, protéger les victimes et poursuivre les auteurs. UNICEF a par exemple publié une carte interactive des lois et des politiques de lutte contre la violence basée sur le genre, qui comprend des rapports nationaux ainsi qu'un inventaire des politiques institutionnelles pour s'inspirer. Il est important de bien comprendre le contexte institutionnel, car il peut affecter la mise en œuvre des politiques. Et cela inclut la structure organisationnelle, la gouvernance, la culture et les ressources. Une évaluation interne peut aider à identifier les défis ou les résistances potentielles à la mise en œuvre et à déterminer comment les résoudre. Pour s'assurer que la politique répond aux besoins de l'organisation, il est essentiel de définir et de co-créer des mesures avec les parties prenantes, telles que par exemple les étudiants, les chercheurs, les professeurs, le personnel, les cadres supérieurs et intermédiaires et les décideurs, afin de s'assurer qu'on puisse saisir le contexte spécifique et adapter la politique à la communauté. C'est une étape qui permettra d'identifier les besoins des différentes communautés et des groupes institutionnels afin d'assurer une approche inclusive. Et cela contribuera également à promouvoir la transparence et la responsabilité dans la conception et la mise en œuvre des politiques. Quelques conseils et astuces pour les politiques. Premièrement, lutter contre toutes les formes de violence. Ensuite, établissez clairement les valeurs institutionnelles, y compris ce qui est considéré comme des transgressions ou des comportements inappropriés. Et définissez ce qu'est la violence fondée sur le genre. Élaborez des politiques qui intègrent ces valeurs et qui tiennent compte des défis actuels, tout en mettant l'accent sur la proactivité plutôt que sur la réactivité à la violence fondée sur le genre. Rédigez la politique avec un langage clair et des détails précis qui reflètent la portée et l'objectif. Assurez-vous que les politiques institutionnelles sont connues de tous les membres de l'organisation. Planifiez et mettez en œuvre une stratégie de communication claire pour donner de la visibilité aux politiques institutionnelles, car cela favorisera leur mise en œuvre efficace. Et enfin, considérez tous les 7 P pour une approche holistique. Un guide étape par étape a été développé par le projet UNICEF et fournit un plan d'action clair et détaillé sur la manière de concevoir, de mettre en œuvre et d'appliquer et de surveiller et d'évaluer un tel cadre politique. Il doit être complet, réaliste et souple, avec des objectifs, des rôles, des échéanciers et des mécanismes de suivi clairs pour assurer son succès. Le projet UNICEF a élaboré un document d'orientation particulièrement utile pour ceux et celles qui en sont aux premières étapes de la création et de la mise en œuvre d'un cadre politique pour prévenir la violence fondée sur le genre. Il offre un excellent point de départ avec des instructions claires et faciles à comprendre et des conseils pratiques. Pour récapituler, de courtes phrases qui peuvent nous aider à se souvenir de chacun des 7 P. La prévalence, c'est l'estimation de l'ampleur de la violence fondée sur le genre. La prévention, c'est changer les comportements et la culture. La protection, c'est éviter d'autres dommages. Les poursuites, ce sont les traitements des cas de violence fondés sur le genre. La prestation de service, c'est offrir un soutien et une assistance aux victimes. Les partenariats impliquent des acteurs internes et externes. Et enfin, les politiques sont la mise en place de mesures et de procédures. Ce travail sur la violence fondée sur le genre, et avec tout ce que vous avez entendu dans cette formation, peut sembler assez intimidant. Alors ne vous sentez pas obligé de faire tout ce qui a été mentionné. Nous reconnaissons qu'il n'y a aucune université nulle part qui a fait tout ce qui a été suggéré. Cette formation vise à vous inspirer, afin que vous sachiez dans quelle direction aller. Nous savons que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir,
Mais il est important de réfléchir et de reconnaître la situation dans votre institution et ce qu'il est possible de faire ensuite. Finalement, nous vous encourageons à prendre soin de vous pendant que vous faites ce travail, car c'est vraiment difficile. Mais comme vous l'avez vu dans cette formation, il existe des ressources et des pratiques inspirantes que vous pouvez utiliser.